Là où, évidemment, c'est pas normal, c'est que quand le système inverse, on détourne, monsieur. C'est pas la directive qui est un problème, c'est son détournement. Et ce que vous venez de dire, monsieur, est l'essentiel. Nous allons maintenant, au niveau national, pouvoir avoir et faire la liste des documents que nous allons demander pour faire contrôler. 3, les donneurs d'ordre, c'est-à-dire dans le BTP, c'est-à-dire ceux qui utilisent de la sous-traitance ou sont des esclaves qui dorment dans les camping-cars, sur les parkings de nos communes. Eux, on va les combattre. Et c'est d'ailleurs... Alors, vous avez dit... Juste un lien avec ce qu'on disait à l'instant. Si on veut des contrôles supplémentaires, ça veut dire qu'il faut des fonctionnaires. C'est l'utilité de l'impôt aussi. Moi, par rapport à cela, j'ai envie de dire, parce qu'on a examiné le rapport en commission des affaires sociales et il a été voté à l'unanimité. Donc on portait l'ensemble des députés ce texte. Moi, je dirais que c'est une petite avancée. C'est un premier pas. Maintenant, tout n'est pas réglé, loin de là. On voit bien sur le terrain, soit les agriculteurs, les industriels... Tout n'est pas réglé, notamment pour les Bretons dans l'agroalimentaire. Oui, notamment pour les Bretons, mais ça veut dire qu'il y a en effet des échéances le 25 mai. Donc, les partis politiques feront des propositions parce qu'il est demandé une harmonisation fiscale, sociale, environnementale au niveau européen. Les partis doivent y travailler pour faire une proposition le moment venu. Moi, je dirais que c'est un petit pas. C'est loin d'avoir tout réglé parce que la concurrence est extrêmement vive entre nos entreprises et notamment en Bretagne et d'autres pays. Je crois qu'on peut avancer par le dialogue. C'est pas facile puisqu'en Europe, on sait bien qu'il faut avancer à petits pas, à quelques-uns qui ont envie d'avancer. Et quand le couple franco-allemand se saisit de sujets et arrive ensemble à faire avancer les choses, et là, comme vous disiez très justement, ce sont les Polonais qui ont fait une concession. Donc moi, je trouve que c'est intéressant. Mais pour ça, il faut envoyer à Bruxelles des députés qui vont travailler, qui vont faire le lobby nécessaire dans le bon sens du terme pour défendre nos intérêts. Parce que l'Europe aujourd'hui, elle n'est plus aussi aimée même dans notre région qu'elle le fut autrefois. Et ça nous fait mal au cœur, à nous qui sommes des Européens convaincus, à nous de prouver par des actes concrets qu'elle va avancer dans la bonne direction, mais il y a quand même du changement. Oui, Guy-Scott. Je pense qu'il y a un problème de petits pas. Il y a ce qui a été conquis là, c'est un progrès, il est intermédiaire, mais on prend. Il y a ce qui se passe en Allemagne. Et au passage, un résultat proportionnel à une élection qu'oblige à un accord par le haut, qui fait qu'un SMIC va apparaître, une partie de l'écart va être régulée, parce qu'enfin... Bon, mais au bout du compte, il y a une erreur majeure qui a été faite en 2001 au moment du traité de Nice. C'est d'inviter à 27 une Europe sans changer les règles de vote. Et ça, il fallait le faire à l'envers. Et c'est quand même, historiquement, on met les 100 plus belles cervelles de la classe politique européenne à faire une constitution, et ils passent à côté du sujet le plus essentiel. Comme c'est difficile d'obtenir un vote avec 13 voix sur 15 quand on est 15, on ne fait pas une Europe sans changer les règles, où on en a 27 ou 28 autour de la table. Bon, et 17 sont sur une zone euro et pas les autres. Donc je pense que la question qui va venir, c'est est-ce qu'on est capable de changer le traité européen pour corriger cette question de la majorité qualifiée, pour corriger la question de l'harmonisation fiscale et sociale, parce qu'on a assisté à des dumpings monstrueux quand même, l'Irlande ayant été dans l'excès absolu, dans des méthodes de fracture volontaire d'un territoire à l'autre pour attirer chez elle. On ne peut pas accepter ces pratiques-là. Donc je pense que le débat européen qui arrive... Voilà beaucoup de sujets. Va devoir au cœur traiter cela. Parce que dire que le repli national qui conduit à rien et nulle part au niveau économique, par contre, une Europe non régulée, c'est une Europe dans l'impasse. Oui, mais une Europe qu'on impose aux citoyens ne peut pas fonctionner. Les traités européens aujourd'hui, et vous le savez très bien, avec la Constitution rebaptisée traité de Lisbonne, ont été imposés aux Français. Mais on n'impose rien, ça a c'est été le Parlement imposé. européen qui est codécideur. Le peuple français avait voté non à la Constitution. Ils ne siègent pas, vos parlementaires ne siègent pas au Parlement européen. Vous inquiétez Comment pas, voulez-vous vous allez combattre de l'intérieur les voir la de conviction? plus en plus nombreux. Mais non, moi vous siégez tout le temps à l'Assemblée nationale, vous? Oui. Certainement oui, pas. Et je vais vous dire, vous êtes beaucoup plus dans votre circonscription à faire de l'électoralisme et du clientélisme qu'à l'Assemblée nationale. Je crois que malheureusement, on ne se connaît pas bien. Eh bien, écoutez, moi je le sais. Vous ne partiriez pas en vacances ensemble, je pense. Non, certainement pas, non. Par contre, monsieur, j'ai dans la commission des lois à l'Assemblée nationale 2 députés qui sont proches de vous. Oui, et qui représentent 6 millions d'électeurs. Absolument. Seulement 2. D'accord. Quel scandale. Monsieur Bompard et monsieur Collard. Oui. Alors, mettons Collard. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous invite à regarder son taux de présence dans ma commission. Oui, mais attendez, eux, ils sont tout seuls pour tout faire, d'accord? Ça n'empêche pas. Parce qu'aujourd'hui, on a 6 millions d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen, il y a 2 députés. C'est ça le vrai divorce qui est en train de se passer. Il a été élu pour siéger à l'Assemblée nationale ou pas? Mais bien évidemment, il siège et il fait beaucoup parler quand on n'est que 2
ils font beaucoup parler d'eux. On va retourner à l'actualité, messieurs, s'il vous plaît. Une actualité qui concerne une entreprise bretonne aussi, PSA, avec la sortie de General Motors du capital. Ils ont lâché les 7% qu'ils avaient pris préalablement. Et puis des négociations en cours avec le chinois Dongfeng qui pourrait arriver à la rescousse. Autre question, est-ce que l'État doit aussi prendre des parts dans le capital de PSA ? On va regarder. La question, ce n'est pas tellement le capital, c'est la stratégie industrielle. General Motors avait 7% dans le capital de PSA, il s'en désengage. On va regarder si l'État doit rentrer. Si l'État doit rentrer, il faut que PSA reste français. Il faut que les centres recherche, il faut que la recherche et le développement restent français. Mais l'alliance, avec un A majuscule, c'est-à-dire l'accord commercial qui est entre General Motors et PSA, n'est pas remis en cause. Et jusqu'en 2018, c'est 1,6 milliard de retours répartis entre les deux groupes. Donc ce n'est pas parce que General Motors quitte le capital de PSA qu'il se désengage de l'alliance industrielle. Et c'est ça qui compte. Et ce serait un signal fort aux salariés qui perdent aussi leur emploi chez PSA, ça arrive? Oui, mais c'est bien pour ça qu'il faut fortifier la stratégie industrielle. Le fait qu'il y ait une alliance avec le chinois qui existe déjà, puisqu'il y a 3 usines en Chine avec lesquelles PSA travaille avec cet industriel-là. Si ça permet d'avoir une stratégie à l'international qui permet la compétitivité d'entreprise, les salariés, y compris bretons, en bénéficieront. Une actualité qui concerne-t-elle encore l'UMP sans doute? Je ne peux pas ne pas revenir. Déclaration de Nicolas Sarkozy qu'on a pu lire dans Le Point cette semaine. Décidément, les leaders de l'UMP ne font pas le poids. Il faudra appeler Nicolas Sarkozy à la rescousse. Vous auriez pu nous parler aussi du rapport sur l'intégration qui est sorti hier et qui a été mis en ligne sur... C'est mon sujet suivant, Isabelle Lequel. Non, mais je ne vais pas me défiler. Aujourd'hui, en fait, je crois que les Français, c'est pas leur affaire, entre guillemets. Ils nous demandent des résultats. Alors, il se trouve qu'on est dans l'opposition. Et que je sache, les prochaines élections présidentielles ne sont qu'en 2017. Vous savez que les frontières sont poreuses. Un capital sympathie très fort de Nicolas Sarkozy. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Dans quel état sera notre pays en 2017? C'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Moi, je suis députée. J'essaie de m'opposer et de proposer à l'Assemblée nationale. C'est là-dessus qu'on est attendu. Et les électeurs, après... Et bien, à votre avis, les candidats de l'UMP, ils portent l'étiquette Jean-François Copé ou Nicolas Sarkozy? Entre nous, ce n'est pas le sujet. Je sais que les médias sont passionnés par ce feuilleton qui permet de revenir en permanence sur les sujets et peut-être de temps en temps de décocher une flèche entre les uns et les autres. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Je suis à l'UMP depuis 10 ans. J'y suis active. J'observe que sur tout un tas de sujets, il y a quand même consensus. On ne les abordera pas les uns après les autres. Après, il y a des personnalités. Vous ne pouvez empêcher personne qui se voit une destinée nationale de faire ses propositions. Et le moment venu, on a en principe des primaires qui sont organisées en 2016. Vous prenez des précautions. Je dis bien en principe, parce que la vie politique est telle qu'il y a parfois des surprises. Donc voilà, mais franchement, entre nous, ça peut nous intéresser, ça intéresse beaucoup les médias. Mais je crois que les Français nous attendent sur du concret. Alors quand on n'est pas aux affaires, ce qui est le cas aujourd'hui... Le rapport sur l'intégration, c'est pas concret, on n'en parle plus. Quand on gère, quand on gère les collectivités, qu'on mette en œuvre ce qu'on propose. Nicolas Sarkozy, un seul mot, revenir pour quoi faire? Revenir pour faire la même politique? Revenir pour faire les mêmes impôts que vous avez aussi fait quand vous étiez au gouvernement, car qui a fait l'écotaxe? C'est bien vous. Donc revenir pour quoi faire? Non, je pense qu'il ne faut pas que Nicolas Sarkozy revienne. Vraiment pas. Un mot très rapide, ce sera la dernière actualité que nous commenterons ensemble. Le rapport sur l'intégration. Alors il y a eu une passe d'armes Copé, Hérault. Voilà, un rapport qui est sorti, qui n'aurait pas dû sortir, avec une fameuse mesure, suppression des dispositions légales et réglementaires scolaires discriminatoires concernant notamment le voile à l'école. Alors évidemment, on ne pouvait imaginer que de vives réactions. Oui, c'est une provocation grave, mais malheureusement, il y a plus grave que ce rapport. C'est la réalité qui s'impose avant même ce rapport. Le communautarisme progresse en France. La laïcité recule en France, et ça, les Français s'en aperçoivent. Alors, ce rapport, il ne vient finalement que de concrétiser une réalité qui se fait aussi en Bretagne, dans le quartier du Blône, où on chasse des charcutiers parce qu'ils vendent du porc. Donc le communautarisme, malheureusement, il est déjà bien avancé en France et il est temps de le stopper et de retrouver le vrai modèle laïque français. Jean-Marc Ayrault a dit qu'on ne gouvernait pas avec des rapports. Non, mais on ne les met pas en ligne quand on n'est pas d'accord. Juste un mot là-dessus, sur excusez-moi, je vais prendre un mot, la vacuité des débats qu'on peut avoir à nos époques. Je ne sais pas qui est l'auteur du rapport, il y a des propositions qui sont faites, elles sont envoyées
aux commanditaires, et aussitôt, on s'engouffre. Je ne sais pas si c'est la déclaration d'autoproclamation d'homme de recours de M. Sarkozy qui a énervé M. Copé, et aussitôt, on a l'impression que des gens qui ne s'expriment sur à peu près rien par rapport au fond de l'affaire depuis plusieurs semaines s'engouffrent là comme s'ils avaient enfin un prétexte pour retrouver le sillon du duel, du déplacement des électeurs droite-extrême droite. Franchement, c'est pas sérieux. Alors après, sur la question de fond, sur la question et même sociale et sociétale, elle existe. Et elle existe parce qu'on a laissé se concentrer la pauvreté dans des quartiers de plus en plus au fil des décennies. On peut le dire ici, c'est l'échec des politiques de correction urbaine, mais toutes couleurs confondues. Et il y a une réalité de désespérance sociale. Moi, j'ai été élu dans des circonscriptions où le taux moyen de chômage était de 34-35%, avec des quartiers à 60%. Croyez-moi, quand vous vivez là, j'ai fait ça 15 ou 20 ans de ma vie, vous avez une appréhension des choses sur le terrain qui est complètement différente. Corriger ça, c'est considérable. Donc il y a des bassins d'emploi qui se sont effondrés. Il y a des concentrations de pauvreté qui se sont faites au fil du temps. Mais sur le communautarisme, la question, c'est de tenir bon sur la laïcité. Après, par contre, si vous voulez inviter tous les enfants de la République française à rentrer dans cet esprit, ça veut dire aussi qu'ils doivent être égaux devant la chance de réussir dans la vie, qu'ils doivent être égaux dans le parcours. Or, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vécu une circonscription où j'avais 3000 jeunes issus de l'immigration maghrébine, bac plus 2, ils étaient 5 fois plus chômeurs, bien qu'ils aient fait les études. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette France, elle doit changer. Moi, j'observe quand même que ce rapport est sorti le lendemain de la convention que nous avons eue à l'UMP sur l'immigration, dans laquelle nous avons fait des propositions, y compris des propositions de François Fillon, pour l'immigration choisie. Comme par hasard, ça sort le lendemain. On ne peut plus rentrer dans le débat, Isabelle Le Callennec. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on a avancé, qu'on a donné quelques éléments de compréhension à nos téléspectateurs. Et nous verrons effectivement plus tard si cela pèse dans les urnes. Tout de suite, la météo suivie du journal La Voix est libre revient juste après. Suivez en toute liberté la météo sur France 3 avec les œufs fermiers de Loué. Bonjour, nous avons vu une perturbation passer au cours de la nuit et malheureusement quand elle est arrivée sur l'est du pays, comme il y avait de l'air très froid, eh bien, ces précipitations se sont faites sous forme de pluie verglaçante, ce qui a provoqué un certain nombre d'accidents. Et puis on voit une autre perturbation qui arrive sur le nord-ouest et on va la retrouver cet après-midi donc sur toutes ces régions avec beaucoup de grisailles, un petit peu de vent, jusqu'à 70 km/h sur la pointe de la Bretagne. Alors la perturbation, elle s'en va vers l'est, elle donne quelques précipitations très faibles, un petit peu comme ce matin, mais ces précipitations se feront sous forme de neige à partir de 900 mètres cette fois-ci. À l'arrière, peut-être quelques éclaircies dans tout cela, mais on devrait avoir pas mal de nuages bas persistants. À l'arrière, quelques plaques de nuages bas, mais là aussi, les éclaircies devraient l'emporter. Alors sur la région parisienne, on avait de belles éclaircies ce matin. On en a encore maintenant, mais ça risque de se reboucher par le sud. Ces nuages pourraient remonter. Du soleil en Méditerranée, quelques averses sur la Corse et du vent qui se renforce. Les températures pour cet après-midi, alors elles sont en hausse sur le nord. Nous sommes dans les normales saisonnières, c'est toujours un peu plus frais sur l'est du pays et on a une petite baisse sur le sud-ouest notamment. Pour demain, on va donc retrouver la perturbation sur les régions du nord-ouest. À l'avant, pas mal de nuages bas, un ciel assez voilé également sur toute la partie sud du pays et on a toujours ces nuages bas très, très présents sur ces régions. Pour les températures demain matin, toujours des gelées sur le centre-est et l'est, des températures positives ailleurs. Je vous souhaite un bon appétit. À tout à l'heure. C'était la météo sur France 3 avec les œufs fermiers de Loué. Retour sur le plateau de La Voix est libre pour cette émission spéciale élection municipale. Vous assistiez peut-être tout à l'heure au débat avec mes invités. On va faire une petite pause pour évidemment évoquer l'actualité qui est riche avec vous, Anthony Masto. Bonjour. Il y est évidemment question du pacte d'avenir. Et oui, Eric, la venue du Premier ministre hier à Rennes pour signer le pacte d'avenir continue de susciter de nombreuses réactions. Ce matin, il faut dire qu'au-delà de cette signature et du contenu même de ce pacte, Jean-Marc Ayrault a fait quelques annonces hier après-midi, notamment en ce qui concerne la décentralisation. On fait le point tout de suite avec Gurvan Musset. Des applaudissements pour accueillir le Premier ministre, une allocution d'une demi-heure, très rapidement en ouverture, une mise au point suite aux événements de ces dernières semaines en Bretagne.
car l'État, même s'il a des défauts et des faiblesses, il est utile, il est nécessaire à la cohésion nationale et à la solidarité nationale. La décentralisation, une question actuellement au centre de tous les débats. Le Premier ministre aujourd'hui a ouvert plusieurs portes. Je souhaite donc que l'on expérimente des modes d'organisation innovants ou l'exercice différencié de certaines compétences. Je pense notamment ici à la compétence dans le domaine de la culture, mais il y a aussi d'autres thèmes. Enfin, il faut que les lois laissent davantage de marge de manœuvre ici au pouvoir réglementaire que les régions pourront exercer, pour adapter les règles aux spécificités des territoires. Et ça existe en Corse, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas en Bretagne ou dans d'autres régions de France. À suivre des annonces précises qui concernent notamment la Pointe-Bretagne. J'ai décidé de renforcer le pôle d'excellence à Brest. J'ai décidé aussi de transférer le siège social de l'Ifremer de Paris à Brest. Les décisions stratégiques se prendront désormais en Bretagne. Dans le domaine culturel, la Bretagne devrait également acquérir pouvoir et compétences. En outre, le Premier ministre a évoqué la ratification de la Charte des langues minoritaires. Maintenant, le moment est venu. Chacun prendra ses responsabilités. Mais je crois que c'est possible d'obtenir cette majorité large pour permettre la ratification de cette charte des langues régionales. En tout cas, le gouvernement apportera son soutien total à cette proposition de loi. Vous pouvez compter sur nous. Et comme le fit le général de Gaulle à Quimper en 69, Jean-Marc Ayrault a terminé son discours par une citation en breton. Neb aven, enez a chal, quand on veut, on peut. Vive la Bretagne, vive la République, vive la France. Le Premier ministre était très attendu avant même la présentation du projet de décentralisation préparé par Marie-Lise Lebranchu. Le gouvernement a visiblement voulu désamorcer la crise et prouver qu'il a entendu la colère des Bretons. Droit à l'expérimentation, plus de décentralisation, ratification de la charte des langues bretonnes. Le Premier ministre répond ainsi à de nombreuses revendications entendues lors des manifestations des Bonnets Rouges à Carhaix et à Quimper. Pour autant, le pacte d'avenir ne fait pas l'unanimité. Les réactions après la visite de Jean-Marc Ayrault hier étaient mitigées. Karine Sévère. Réaction plutôt partagée face à la signature du pacte d'avenir. Visiblement, Jean-Marc Ayrault n'a pas réussi à convaincre le responsable des Bonnets Rouges. C'est à nouveau une soi-disant, maintenant il faut être très prudent avec le gouvernement, une soi-disant volonté de régionalisation, mais tout en sachant en parallèle que quand il s'agit de décentralisation, on a bien vu ce qu'a donné la loi de Lebranchu, ça a été non pas une décentralisation, mais une compilation de structures existantes déjà également, et surtout une métropolisation avec un alourdissement encore du millefeuille administratif français, en y rajoutant une couche à un millefeuille qui est déjà bien indigeste. Même son de cloche du côté de la FDSEA, les agriculteurs ne se sentent pas suffisamment entendus. Depuis le temps qu'on attend de la simplification, on nous dit encore au 1er janvier, notamment pour la production porcine, et on ne voit rien venir. Les BVC, les bassins contentieux versants, on n'a toujours rien, ça n'avance pas. Et puis bon, au bout d'un moment, les éleveurs, ils se fatiguent et ils arrêtent. Et voilà, les pertes d'emplois que l'on a, c'est par les éleveurs qu'on commence, et après on aura des emplois. Mais côté écologiste, au contraire, on désapprouve dans ce pacte le soutien à l'agriculture intensive. Il y a des choses nouvelles dedans, il y a des choses intéressantes. Ce qu'on regrette, c'est qu'on a peut-être sorti rapidement de grosses mesures avec des gros chèques pour des gens qui veulent accélérer la concentration du modèle agricole breton. Et ça, par contre, nous considérons que c'est à la fois une impasse sur le plan productif et sur le plan environnemental, c'est une impasse sur le plan social. La concentration voudrait dire la disparition de 15 à 20 000 exploitants dans les 10 ou 15 ans. Ce n'est pas notre projet, donc de ce point de vue-là, on a un vrai désaccord, mais il est connu. Voilà, mais comme c'était le cœur des mesures d'urgence à plusieurs centaines de millions, évidemment, c'était la difficulté pour nous. Quant au monde politique breton, il semble plutôt satisfait des ouvertures vers la décentralisation. Il a quand même ouvert des portes que nous avons malheureusement vues fermées depuis des années et des années. C'est-à-dire comment faire progresser l'idée de l'expérimentation, de la différenciation, pour tout dire, en ce qui nous concerne, de la régionalisation. Et s'il y en a un qui ne cache pas son bonheur, c'est le maire de Brest. Le transfert du siège d'Ifremer de Paris vers la cité du Ponant a été ici entériné. En revanche, les Bonnets Rouges ne désarment pas. Ils ont annoncé des états généraux de la Bretagne le 8 mars prochain.
L'actualité de ce samedi, c'est aussi du foot, de la Ligue 1 et quelques belles rencontres pour les équipes bretonnes. On va jeter tout de suite un coup d'œil au tableau avec d'abord dès 17h une rencontre très attendue entre Rennes et le PSG. Vous pourrez d'ailleurs voir les meilleures actions dès 19h dans notre journal régional. Et puis à 20h, Guingamp reçoit Monaco et Lorient se déplace à Ajaccio. Alors bien sûr, la rencontre entre Rennes et le PSG va attirer du monde. Il y aura quelques stars du ballon sur la pelouse et des étoiles dans les yeux aussi des enfants de Combourg qui ont été sélectionnés pour être les escort kids du match. Ce sont eux qui tiendront la main des joueurs pour les emmener sur le terrain. Gurvan Musset avec Benoît Levaillant et Larbi Benchi, reportage. La vie de château pour les jeunes footballeurs de Combourg. Eux qui habitent dans le berceau du romantisme breton vont vivre aujourd'hui un conte de fées. Ils vont escorter les stars du PSG sur la pelouse du stade de la Route de Lorient. Et la grande question est, qui va tenir la main de Zlatan Ibrahimovic, véritable dieu parmi les amateurs de foot? Tout se décidera quelques minutes avant le match tout à l'heure. Et mercredi, les petits Zlatan de Combourg ne parlaient que du PSG. Le Rennes peut battre Paris? Oui, oui. Qu'est-ce que tu vas dire à Zlatan si tu lui tiens la main? Je sais pas. Je vais lui demander son maillot à la fin. Tu vas pas lui dire de tirer à côté? Non. Ça serait bien pour que Rennes gagne. Oui, mais je vais pas lui demander ça. Problème quand même, tout à l'heure, il n'y aura pas la place pour tout le monde. Seules 20 places ont été attribuées à Combourg. Alors il a fallu départager ceux qui vont toucher les stars et les autres. Le coach a décidé récompense aux plus assidus. Les enfants ont été choisis par rapport à l'implication des parents et des investissements de chacun dans le club. Donc sinon, la répartition des enfants pour les équipes Rennes ou PSG, c'est les enfants qu'on choisit. Et après départager, parce que forcément le cœur des 3/4 des enfants penchait plus sur le PSG étant donné les stars. En tout cas, c'est un peu Noël avant l'heure pour tous les jeunes footballeurs. En plus, mercredi, ils ont gagné à Dole de Bretagne 5-2. Alors oui, cette semaine, elle est vraiment... Je vous propose à présent de remonter le temps à une période où il n'y avait pas de voiture. Une exposition à l'écomusée de Rennes retrace cette époque. Une exposition qui nous est présentée par Catherine Jonot et Jean-Philippe Tremvoise. Le cheval bichonné, car à la ferme sans lui, pas de labour, pas de travaux de force, pas de déplacement. Avant qu'il n'envahisse les pavés des villes, il fut d'abord une pièce maîtresse de l'économie rurale. Les souvenirs que j'ai retenus, moi, c'est le forgeron que j'ai connu dans ma jeunesse, que j'ai vu, et que j'ai vu mon père amener les chevaux au Maréchal Ferrand. Le bourrelier que j'ai vu aussi. Tous les outils là, moi je les ai vus en fonction, quoi. On habite à côté d'une ferme, mais quand il y a la voisine, on allait à l'école à 5 km, et quand la voisine revenait du bourg avec sa carriole, quand on l'apercevait, on courait derrière pour monter dans la carriole pour revenir de l'école. Sinon c'est à pied. Oui, oui. Puis au rythme de l'essor urbain, le cheval va devenir le moteur de multiples moyens de transport. Les notables abandonnent les chaises à porteurs pour des calèches, fiacres, Victoria, berlines. Au 19e, l'aménagement des routes va démocratiser la voiture à cheval. On peut en louer avec ou sans chauffeur ou prendre l'omnibus. À Rennes, il dessert la gare, le centre-ville et plusieurs hôtels. Pour les livraisons, c'est aussi les chevaux qui tractent les marchandises. Ce qui est assez amusant, c'est de voir que finalement, c'est pas si différent d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de charrettes, beaucoup de fiacres ou beaucoup de moyens de transport dans les rues de Rennes il y a 100 ans. Et on est un peu dans les mêmes... finalement, c'est un peu la même chose de nos jours. Il y a beaucoup de véhicules dans les rues. Voilà. Et peut-être la différence aussi, ce qui est assez amusant pour les enfants, c'est de voir tout ce qui était transporté. Parce que de nos jours, on ne voit pas ce qui est transporté. C'est caché dans les camions, c'est caché dans les voitures. Et là, on voit toutes les choses du quotidien à l'air libre, en fait. Voilà. Le trafic